Aujourd'hui, ce webinaire est vraiment à destination de tout public. On va pas rentrer dans le détail des différents protocoles, notamment le protocole MQTT que nous on utilise avec notre IoT Hub. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. L'idée, c'est vraiment de découvrir les blocs essentiels pour construire une solution IoT. Alors, pour ma part, je m'appelle Louis. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, LinkedIn et tous les réseaux sociaux avec le pseudonyme Louis Somoro. J'ai commencé ma carrière chez Sigfox, donc il y a un fournisseur de réseaux IoT. Notamment, j'ai connecté des rhinocéros, donc j'ai développé un petit objet qu'on mettait dans des rhinocéros, qui était un tracker GPS pour les conservationnistes, pour les rangers, pour les scientifiques, pour leur permettre de mieux les monitorer. Donc en fait, j'ai suivi un peu toutes les étapes d'une fabrication d'une solution IoT, donc à savoir le développement de l'objet dans une première étape, et le développement d'une application cloud. Donc on y reviendra un petit peu, je vous montrerai même à quoi ressemble ce tracker de rhinocéros au moment où je l'ai prototypé et aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un profil plutôt ingénieur, donc j'étais ensuite ingénieur full stack chez Goodin, donc une filiale du groupe KissKissBankBank. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an que je suis chez Scaleway en tant que Product Marketing Manager. Et sinon, dans mes temps libres, je suis aussi enseignant dans une école qui s'appelle HEI à Lille, donc une école d'ingénieurs, et j'enseigne la programmation embarquée et les réseaux de communication IoT. C'est tout pour ma présentation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir une première introduction qui va consister à découvrir un peu quelles sont les parties essentielles d'une solution IoT. On verra la définition de l'IoT, qu'est-ce que c'est. Quelques chiffres du marché pour voir à quel point c'est un peu faramineux. Les chiffres sont énormes, notamment en termes de data. Ensuite, on aura un focus un peu plus business pour valider notamment votre business model et surtout se poser les bonnes questions, notamment quelle est la valeur de votre donnée. Dans une troisième étape, on verra les différentes milestones pour le développement d'un objet, donc vraiment du prototype à une solution industrielle. Et enfin, la partie IoT Applications, on va plutôt se focaliser sur la partie data management, mais il y a aussi d'autres briques essentielles, notamment la gestion d'un cycle de vie d'un objet. Comment est-ce que ces messages qui vont nous être remontés vont permettre de prendre des décisions en se basant sur de la donnée terrain, etc. Donc, c'est parti. Alors, donc voilà, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on va voir en introduction. J'ai oublié de remettre les slides dans le bon ordre. Donc, on va commencer par une définition de l'Internet des objets. J'ai fait simple, hein, j'ai repris la définition de Wikipédia. Ce qui est surtout intéressant de retenir là-dedans, c'est que l'Internet des objets permet de connecter n'importe quel type d'objets qui sont pas forcément connectables. Donc, alors c'est pas forcément un téléphone portable ou un ordinateur qui est normalement connecté, mais ça va aussi être connecté des objets tels qu'une chaise, par exemple, en lui ajoutant un objet en dessous pour savoir. Donc, ce serait un objet avec un plugin, un add-on qui va remonter de l'information. Et sinon, il y a aussi d'autres types d'objets qui sont nativement connectés. Je pense notamment aux montres connectées ou des objets qui sont un peu plus industriels. Voilà, comme des trackers pour notamment le tracker de rhinocéros ou comment traquer des palettes, etc. Alors, dans une brique, dans une solution IoT, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. La première est évidemment l'objet en lui-même, l'objet qui va communiquer. L'objet, il est constitué de deux grosses briques qui sont la partie hardware, donc le circuit imprimé et tous ses capteurs, et la partie casing qu'il faut surtout pas oublier. On a trois types d'objets qui sont un peu qu'on pourrait classer dans 3 catégories. Il y a les objets qui sont intelligents, donc c'est des objets qui vont avoir un peu plus de processing. On a des objets qui sont vraiment tout bêtes, qui vont nous servir notamment pour la télémétrie, remonter des mesures. C'est des objets en général qui sont sur batterie et qui peuvent envoyer des informations qui sont toutes petites, comme par exemple des données de température, des données météorologiques, ce genre d'informations. Et après, on a ce qu'on appelle les edge gateway. Donc en fait, ces objets-là, ils vont être un peu en mode concentrateur de différents types d'objets pour remonter de l'information.
La deuxième brique, c'est bien choisir son son protocole de communication. On le verra un petit peu plus tard, mais donc il y a différents types de réseaux, type le LTE-M, les réseaux Sigfox que je connais très bien, son concurrent LoRa, les réseaux Bluetooth Low Energy, Wi-Fi. Encore une fois, on le reverra. Une fois que cet objet, avec son réseau de communication, remonte de l'information, cette information va être concentrée dans des services cloud. Et donc, en général, on va avoir un broker, donc pour nous, ce serait notre IoT Hub, qui va aller récupérer tous ces messages et après les redispatcher vers différents services qui peuvent être cloud, encore une fois, à la fois du stockage, notamment du stockage objet, par exemple, si vous voulez stocker des photos d'une caméra de surveillance, stocker des informations dans une base de données, pré-traiter ces informations, etc. Et enfin, il y a toute la partie applicative. Donc, c'est la partie qui va vraiment servir aux clients finaux. Donc, c'est la partie plutôt business. On va avoir des solutions de business analytics, de visualisation de données et même des intégrations machine learning, deep learning pour travailler un peu d'intelligence artificielle. Et évidemment, il ne faut pas oublier la dernière brique qui est essentielle et qui s'applique à toutes les étapes, qui est la brique de sécurité. Que ce soit la sécurité, donc la protection physique, comment ne pas accéder, par exemple, au circuit imprimé de l'objet, comment sécuriser ses communications, notamment avec un chiffrement, comment sécuriser ses applications avec des tokens qui sont adaptés, qui sont uniquement définis pour certains types pour certains utilisateurs ou certaines applications. Et encore une fois, l'access control qui va venir en couche supplémentaire. J'ai appris quelques chiffres du marché. Alors, en 2025, il est estimé qu'il y aura 79,4 zeta-octets de données. C'est un chiffre qui est faramineux. Je pense que, alors, si on veut compter les zéros après la puissance 10, en fait, ça fait 10 puissance 21 octets. C'est énorme. Ça veut dire que, en termes de stockage et en termes d'application, notamment des applications d'intelligence artificielle, on va avoir de quoi traiter de la donnée. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont faramineux. En termes de marché aussi, c'est des slides que j'ai pas forcément remises, mais j'en parlais dans certains de mes cours avec les étudiants. C'est vraiment l'évolution aussi qui est importante entre les secteurs clés d'activité. Je pense notamment à il y a quelques années, je crois que c'était un rapport qui datait de 2014. On voyait que les champs d'application qui étaient favorisés, c'était notamment tout ce qui était les objets connectés pour consommateurs. Donc que ce soit des montres connectées, même les lunettes intelligentes de Google qui étaient sorties, c'était les Google Lens. Et au fur et à mesure du temps, les priorités ont changé. Il y a un dernier rapport qui est sorti cet été et qui montre notamment qu'aujourd'hui, les secteurs d'activité qui sont vraiment à privilégier sont l'industrie, la santé, la logistique, là où l'argent est beaucoup plus massivement investi dedans. Donc, on est moins sur le gadget. On sent que le marché a un peu mûri. On a trouvé des applications plutôt industrielles et vraiment qui vont servir les entreprises. Donc, pour développer toute solution IoT, il y a un point qui est important, c'est de valider votre business model. Donc, la première étape va évidemment être de trouver l'opportunité business. La deuxième étape, c'est comment calculer la rentabilité d'une solution IoT. Et enfin, c'est une question que j'aime bien poser, notamment quand je travaillais chez Sigfox, j'accompagnais quelques startups. Et une question qui est essentielle, c'est quelle est la valeur des données qui vont être remontées par votre solution IoT. Donc, on le verra ensemble. Donc, je viens de vous dire que sur les dernières années, le marché s'est un peu affiné. Aujourd'hui, les opportunités business sont vraiment prépondérantes dans le milieu de la santé, de la logistique et l'industrie. En fait, quand vous allez développer une solution IoT, il faut qu'il y ait une opportunité business. Mais en même temps, ça, c'est normal. Si je prends par exemple un exemple, je pense pas qu'un épluche carotte qui coûte une centaine d'euros et qui permet de compter le nombre de carottes qu'une famille va manger chaque semaine, ce soit une super idée. En revanche, un système qui peut venir facilement s'intégrer sur des poubelles pour connaître le niveau de remplissage et du coup permettre à une société de recyclage d'optimiser son trajet en récupérant les déchets, ça aura beaucoup plus de valeur et le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, là vous avez quelques secteurs d'activité qui sont prêts à investir facilement dans l'IoT.
Donc, la deuxième étape va consister à calculer son ROI. Donc, le ROI, c'est le Return on Investment. Globalement, c'est le temps qu'il va vous falloir pour pouvoir avoir une solution qui est rentable. Donc, il y a cinq objectifs, il y a cinq étapes pour calculer son ROI. Alors, la première étape va consister déjà à fixer un objectif clair. Créer une solution IoT dans le seul but de créer une solution IoT parce que c'est un buzzword, parce qu'on fait de l'IoT, ça ne suffira pas. Il faut vraiment vous poser les questions. Quel est votre problème? Est-ce que cette solution va vous permettre de résoudre ce problème et à quel prix? Est-ce que ça va vous permettre d'augmenter votre production, de simplifier la vie de vos opérateurs sur le terrain, de réduire un coût? Voilà, c'est quelques types de questions que vous pouvez vous poser. La deuxième étape va consister à identifier vos coûts qui sont directs ou indirects pour la création de votre solution IoT. Voilà. Alors en fait, dans les coûts indirects, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment le coût de la formation de vos utilisateurs ou des gens qui vont utiliser cette solution IoT. Je pense par exemple à Linky. Voilà, c'est les coûts indirects. En fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est par exemple d'éviter qu'un technicien se déplace. Mais pour ça, il va falloir former aussi les gens qui vont pouvoir analyser les données, etc. Ensuite, faut considérer votre valeur produite au fil du temps. Donc, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive, ils s'améliorent tout le temps. Donc voilà, c'est un nouveau concept pour le développement commercial. Comme le pool de vos données en fait va s'améliorer avec le temps, vous allez pouvoir créer de nouvelles opportunités business et avoir du coup réutiliser ces données qui vont avoir de la valeur. Ensuite, préciser vos dépenses initiales, c'est important. Ici, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de calculer tous les coûts de votre investissement initial. Voilà, en fait, ça va être tous les coûts qui vont être autour de votre solution, pas uniquement votre objet, notamment les coûts d'inventaire, les coûts de livraison, encore une fois le coût de la livraison, le coût de la formation du personnel qui est impliqué. Dans ce cas-là, en fait, vous devez dresser un tableau qui est complet et qui est beaucoup plus complexe que juste lister ce qu'il y a dans une BOM, donc un bill of material d'un objet physique. Et le dernier point, mais non des moindres, évaluer votre investissement. Ici, l'essentiel, c'est de surmonter le taux critique de l'entreprise. Et voilà, en fait, vous allez devoir obtenir un investissement, une rentabilité qui est supérieure à ce qui a été investi. Ça paraît logique. Maintenant, autour de la donnée, votre objet connecté, donc votre solution IoT, va remonter de l'information. Et quelle est la valeur de cette information qui va être remontée? Il y a trois grandes, on va dire trois grandes briques, qui est d'abord l'optimisation de coûts. Est-ce que cette solution que vous allez développer va vous permettre de réduire un coût? Est-ce que ça va vous permettre de prédire d'éventuelles pannes? Et du coup, vous allez pouvoir optimiser votre temps de maintenance. La deuxième chose, c'est est-ce que votre solution va vous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur? Est-ce que ça va aider votre utilisateur à se sentir mieux ou se sentir plus en sécurité? Par exemple, des alarmes connectées va avoir un sentiment pour l'utilisateur, un sentiment de sécurité. Et du coup, il va y avoir une satisfaction. Je peux penser notamment aussi aux balances connectées, peut-être WeThings par exemple, qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir suivre son évolution, qui va pouvoir suivre son état de santé. Et du coup, il aura directement une expérience qui sera beaucoup plus agréable. Autre point, est-ce que ça vous permet aussi de réduire le temps de livraison? Par exemple, si vous arrivez à mieux suivre un colis, ou si vous arrivez à traquer des palettes, est-ce que vous allez pouvoir activer des leviers pour réduire le temps de livraison? Et du coup, la satisfaction de l'utilisateur sera plus grande. Et troisième chose, est-ce que vous allez pouvoir créer de nouvelles opportunités business? Toutes ces données que vous allez avoir récupérées, est-ce que vous allez pouvoir les revendre, à condition évidemment que les données respectent les lois en vigueur, notamment en Europe? Est-ce que vous allez pouvoir recréer de nouvelles solutions à partir de ces données? Par exemple, vous allez pouvoir créer une solution SaaS avec des données qui
qui sont réutilisables. Voilà, c'est ce genre de questions qui sont assez importantes à se poser dès le début de votre réflexion de mise en place d'une solution IoT. Passons maintenant à la partie développement d'un objet connecté. Donc, on va voir les quelques étapes qui sont à mettre en place pour le développement d'un objet, notamment du prototype au produit industriel. Alors, une question qui est très importante à se poser, c'est est-ce que votre objet existe déjà sur le marché? En fait, la conception d'un objet connecté, c'est vraiment un métier à part entière. C'est un métier qui est pas forcément évident. Faire le prototypage, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, mais créer une solution industrielle avec la mise en place d'une ligne de production pour pouvoir fabriquer votre objet à grande échelle, c'est beaucoup plus complexe. Donc en fait, si un objet existe déjà en marque blanche, que vous pouvez l'acheter, quitte à payer une licence aussi, ça peut être une bonne solution. Évidemment, si vous allez avoir énormément de volume, ça peut être le moment de vous positionner sur la fabrication de cet objet. Mais dans un premier temps, si vous voulez juste tester, n'hésitez pas à partir sur un objet qui est déjà présent, que vous pouvez recustomiser. Alors, du prototype au produit. Alors, quand on développe une solution IoT, notamment sur la partie objet, la première étape consiste à faire un prototype fonctionnel. C'est ce qui va vous permettre de vérifier que déjà c'est faisable. C'est pas quelque chose qui va être sexy. Vous allez prendre des boards de prototypage. Vous allez utiliser des casings, donc c'est un peu standard. Vous n'hésitez pas à en acheter. Il y en a pas mal sur les sites, que ce soit sur Amazon ou sur Alibaba. La boîte sera certainement un peu grande pour mettre tout ce que vous avez à faire. C'est pas forcément optimisé en termes d'espace, mais ça va vous permettre déjà d'avoir quelque chose à présenter, que ce soit à vos investisseurs, que ce soit à votre comité de direction. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que ça a été validé, que vous allez voir que tout ce que vous voulez faire, donc notamment en termes de capteurs, notamment en termes de puissance de calcul, etc., fonctionne, vous allez pouvoir passer à l'étape du prototype fonctionnel. Donc en fait, vous allez reprendre un peu vos différents capteurs que vous allez mettre dans votre objet. Vous allez pouvoir prendre le processeur aussi, mais pas forcément mis sur une board de développement. Et vous allez pouvoir imprimer un casing en 3D. Et ça va vous permettre déjà de voir à quoi peut ressembler la solution finale, même si encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à optimiser. C'est un produit qui est pas fini, mais qui pourrait être utilisé dans la nature. Ça, à présenter à vos investisseurs et à votre comité de direction, ça a beaucoup plus de valeur que juste le prototype fonctionnel. Le prototype fonctionnel, en général, vous allez l'utiliser juste pour tester, et alors que le prototype technique va vous permettre de vous approcher vraiment de ce à quoi ressemblera votre objet. Il y a plusieurs choses à voir sur un développement objet. La première étape, c'est l'autonomie. La question à se poser, c'est est-ce que votre objet, il va être branché sur secteur ou est-ce qu'il va être sur batterie? L'autonomie, en fait, va beaucoup impacter à la fois la taille, votre manière de communiquer, la production. Voilà, c'est une des grandes étapes à valider. C'est est-ce que vous allez avoir besoin d'un objet qui dure X années ou X mois ou X jours en batterie? Est-ce qu'il sera rechargeable ou pas? Ou alors est-ce qu'il sera directement branché dans une usine pour remonter de l'information? La deuxième chose, c'est la taille. Est-ce que la taille de votre objet est important? Quand j'ai travaillé sur le tracker des rhinocéros, j'avais une grosse contrainte de taille qui était 32 mm de diamètre et 35 mm de hauteur. Je pouvais pas avoir un objet qui est plus grand sous peine de déranger l'animal. Donc dans ces cas-là, moi j'avais énormément de contraintes de taille. Donc la taille était prépondérante et du coup on va calculer les autres. Dans ma décision, le poids de la taille était énorme, était très important dans mes décisions de comment concevoir cet objet. Après, il y a toutes les fonctions que votre objet va faire. Si vous avez une contrainte d'autonomie et une contrainte de taille qui sont importantes, vous n'allez pas forcément pouvoir traiter de l'information en temps réel tout le temps. Je pense par exemple à des accéléromètres. Est-ce que vous voulez traiter toutes les données d'un accéléromètre en temps réel pour remonter, par exemple, pour détecter une chute pour une personne âgée, pour détecter des patterns? C'est pas forcément des choses que vous allez pouvoir faire parce que votre objet va trop consommer et du coup vous allez devoir mettre une batterie trop grosse et la taille ne correspondra pas.
De la même manière, est-ce que vous voulez mettre une caméra, par exemple? Une caméra, c'est assez gourmand en énergie. Si vous voulez remonter toutes ces informations en Wi-Fi, enfin, du coup, ça m'amène sur le point suivant, qui est le choix du protocole de communication. Le choix du protocole de communication va vraiment se faire en fonction des données, des données d'avant, donc l'autonomie, la taille et les fonctions à faire. Vous allez pas choisir, par exemple, de mettre un objet qui fait du 5G, parce que la 5G, on nous dit que c'est l'avenir. Si c'est pour remonter juste une fois par jour des données dans un champ agricole, ça n'a pas de sens. Après, à quel point vous êtes prêt à investir dans l'industrialisation? Du coup, ça va impacter encore une fois le design, le matériel que vous allez mettre dedans. Et dernier point à penser, c'est la sécurité physique et la sécurité sur le transport des données. Je passe maintenant à la partie casing. Alors, le casing, en fait, va complètement dépendre de votre cas d'utilisation. En général, quand vous allez choisir un casing, il y a quand même 2 points qui sont à regarder. Ce sont les degrés IP et IK. Le degré IP, c'est l'indice de protection contre les pénétrations de corps solides étrangers, et l'indice IK, c'est le degré de protection contre les impacts mécaniques. L'indice IP, en fait, il est composé de 2 chiffres. C'est donc le premier, c'est les corps étrangers, et le deuxième, c'est le degré de protection contre la pénétration de l'eau. Quelques conseils. Si vous avez besoin d'un objet qui est vraiment optimisé en termes de communication, en termes de radio, le plastique est toujours meilleur que le métal. Voilà. Considérez aussi un casing qui est fait en entier, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir et de dévisser. Et dernier point, le plus petit, c'est pas forcément le mieux. Ça va vraiment dépendre de votre cas d'utilisation. Sur les fonctions que votre objet va devoir faire, alors je vais pas citer tous les capteurs que vous allez pouvoir mettre dans votre objet, juste les grandes catégories de fonctions qui peuvent être faites. Alors il y a tout ce qui est le tracking. Donc c'est des données qui sont assez intéressantes, notamment dans la logistique. Des données environnementales, tout ce qui est alerting, je pense notamment dans les cas d'usage de sécurité ou dans l'industrie, si vous voulez vous vérifier que une chaîne de production, par exemple un objet qui sort d'une chaîne de production est conforme ou pas, des données de mouvement. Et dernier point, ce sont tout ce qui est les actuateurs, c'est-à-dire est-ce que vous allez appuyer sur un bouton à partir d'une application, est-ce que ça va enclencher une action sur l'objet. Je pense notamment à des volets connectés. Si vous appuyez sur un bouton, vous allez fermer tous les volets. Voilà, là c'est l'objet qui va faire quelque chose. Sur la partie protocole de communication, il y a 3 grandes choses. Il y a 3 grandes briques à se poser comme question. J'en rajouterai peut-être même une 4e, qui est le coût. En fait, vous allez choisir votre protocole de communication en fonction de ces 3 catégories. Quelle est la consommation d'énergie par exemple, pour envoyer 1 mégaoctet. Quelle est la bande passante dont vous allez avoir besoin et quelle est la distance sur laquelle vous allez devoir communiquer. Par exemple, les protocoles Sigfox et LoRa sont très bien parce qu'ils peuvent communiquer sur de longues distances et ont besoin de très peu de batterie d'énergie. En revanche, on va pas pouvoir envoyer énormément d'informations. À côté de ça, si vous utilisez du Bluetooth, vous allez pouvoir envoyer un peu plus d'informations. C'est assez peu gourmand en énergie. Pour autant, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer très loin. Voilà, c'est les trois grandes catégories. Aujourd'hui, les protocoles de communication, il y en a énormément. On va les voir très rapidement. Donc, il y a la 5G qui est en train d'être développée. Je crois que les villes tests ont commencé il y a quelques semaines. Voilà, la 5G globalement, c'est la 5e génération de cette communication cellulaire. Alors, la 5G, elle est capable de fonctionner sur des ondes millimétriques avec un spectre à très haute fréquence situé entre 24 et 100 GHz.
Le seul souci avec la 5G, c'est que votre objet doit être assez proche du pylône, notamment à 500 mètres. En fait, la densification doit être très importante. Donc, tout ne pourra pas bénéficier aujourd'hui de la 5G. Le 2G, 3G, on va pas revenir dessus parce que je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond. Le LTE-M, c'est le LTE Machine Time Communication. Donc on parle souvent de LTE-M. Il fonctionne sur des bandes de fréquences cellulaires. En fait, comme la 2G est en déclin, notamment dans certains pays, même je crois que c'est la Suisse, qui ont décidé de l'arrêter en 2020. Il fallait trouver une solution un peu pérenne pour répondre à des besoins de connectivité. Donc voilà, c'est comme ça que le LTE-M a fait son apparition. NB-IoT, alors pour Narrowband IoT, c'est une technologie qui est encore en cours de normalisation par le 3GPP. Cette technologie, elle fonctionne aussi sur des bandes cellulaires. D'un point de vue technique, le NB-IoT, il fonctionne sur l'ancien réseau GSM, donc avec les bandes fréquences de 200 kHz. Alors, il peut fonctionner aussi bien sur le réseau LTE actuel ou sur des réseaux indépendants. Et il permet d'avoir des débits environ de 20 à 500 kilobits par seconde en download et en upload, avec une latence qui est assez faible. Enfin, ça dépend, qui est environ à 10 secondes. Ça, encore une fois, ça dépend du cas d'usage. Pour le Bluetooth Low Energy, on est sur des bandes fréquences de 2,4 GHz, donc qui sont ce qu'on appelle des bandes ISM, donc c'est des bandes qui sont partagées et libres de droit. Et il s'appuie sur une technologie qui utilise des sauts de fréquence, c'est ce qu'on appelle le frequency hopping, avec un débit de données qui peut atteindre 3 mégabits par seconde, avec une portée d'environ 15 mètres, un peu plus théoriquement, mais 15 mètres, c'est plus ce qu'on retrouve dans la réalité. Le Wi-Fi, je pense que tout le monde le connaît. Il fonctionne à la fois sur les bandes fréquences de 2,4 GHz ou de 5 GHz. Il y a le Zigbee qui existe. Je suis un peu moins expert, un peu moins, je connais un peu moins ce réseau. J'ai jamais mis en pratique. Et après, on a les réseaux LoRa et Sigfox qui fonctionnent sur ce qu'on appelle le sub-gigahertz. Donc, en Europe, sur les bandes fréquences 868 MHz. La différence principale entre le réseau LoRa et le réseau Sigfox, c'est une différence technologique et de business model aussi. LoRa va utiliser ce qu'on appelle un spread spectrum, donc c'est une bande de fréquence qui est plus étalée, là où Sigfox va utiliser du ultra narrowband, donc c'est une concentration de l'énergie sur une bande de fréquence qui est très faible. Sigfox n'est pas présent partout. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont couverts par le réseau Sigfox. Là où en fait LoRa est guidé par un collectif qui est ouvert. D'ailleurs, vous pouvez acheter vos gateways LoRa aussi si vous voulez mettre ça en place. Donc vous n'êtes pas forcément dépendant d'un acteur unique comme Sigfox. Je pourrais vous répondre si vous avez plus de questions sur les différences entre LoRa et Sigfox. C'est des choses que je maîtrise assez bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, la partie industrialisation, en fait, c'est important de bien les concevoir dès le début. Les méthodologies agiles, en fait, sont inexistantes dans un processus de conception hardware. Les processus sont longs. C'est un métier à part entière. Par exemple, Dell, il conçoit pas ses serveurs lui-même. Je vous invite à écouter un podcast qui est assez intéressant. C'est Fred Potter qui est interviewé. C'est le CEO de Netatmo. C'est le cofondateur aussi de WeThings. C'est un podcast qui est présent sur Génération Do It Yourself, qui est animé par Mathieu Stéphanie. Je pense que Maxime vous mettra le lien dans le chat. Voilà, il explique bien la complexité que c'est de monter une ligne de production, de comment fabriquer un objet. N'hésitez pas à vous faire accompagner par une design house ou par un EMS dès que vous avez une solution qui est à peu près viable. Ils pourront même vous conseiller sur le type de capteur, etc. Se faire accompagner, c'est vraiment important parce que c'est pas forcément l'expertise qu'on peut avoir quand on développe une solution IoT. Il y a vraiment deux catégories de personnes aujourd'hui qui développent des solutions IoT. Il y a ceux qui connaissent très bien les objets et ceux qui ont une application business. Ceux qui ont une application business qui est déjà définie n'ont pas forcément les compétences hardware et du coup, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner dès le début. Voilà un exemple assez simple de ce que j'ai fait sur le tracker de Rhino. Donc j'étais parti d'un prototype, donc j'avais utilisé une Evalboard. On voit en haut à gauche quelque chose qui ne ressemble pas forcément à grand chose, qui est branché sur une batterie.
Donc ça, c'est vraiment mon prototype fonctionnel. J'ai eu ensuite un prototype technique qu'on avait mis dans une vingtaine de rhinos pour vérifier que ça fonctionne, pour être en adéquation avec les attentes des scientifiques. Et une fois tout ça a été validé, en fait, on a contacté un EMS, je peux citer le nom, qui s'appelle Tectos Ecosystem, qui nous a aidé à faire cet objet de manière industrielle. Et voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'objet, donc qui est au milieu, qui est aujourd'hui une solution industrialisable et industrielle. C'est tout pour la partie fabrication d'objets et conception d'objets. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y reviendrai après. Maintenant, sur la partie plus applicative, notamment le data management, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que le data management est important. Comment bien penser à la gestion de vos données. Et évidemment, je vais faire une petite introduction sur notre solution IoT qui s'appelle IoT Hub, qui permet de concentrer tous les messages des objets connectés. Alors, pourquoi est-ce que le management des données est très importante dans l'IoT ? Alors voilà, lorsque nos clients se lancent dans la mise en place d'une conception IoT, un obstacle avec lequel ils peuvent être confrontés, c'est de savoir comment récupérer ces données et comment les rendre disponibles pour des systèmes d'analyse et d'aide à la prise de décision. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui est judicieux de mettre en place. D'abord, comment ingérer toutes ces données dans un lac de données, on parle de data lake. Voilà, en fait, ça va être regrouper toutes ces informations des objets connectés, mais pas seulement. Ça peut être aussi beaucoup de métadonnées ou des données qui viennent d'API. Vous allez pouvoir du coup croiser différentes données. Voilà, dans la plupart des cas, les organisations qui souhaitent mettre ça en place, elles souhaitent également enrichir et nettoyer toutes ces données, parce que des objets dans la nature, ils peuvent remonter des informations qui peuvent être incohérentes. Et du coup, en fait, on va les bloquer et ça ne rentre pas dans ce data lake. Une fois que toutes ces données sont récupérées, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme action automatique ? Et une fois que vous avez aussi énormément de données, vous allez pouvoir aller plus loin avec du machine learning et du deep learning. Alors ça peut être fait soit a posteriori, donc récupérer toutes les données et les traiter, soit être fait en temps réel. Donc ça veut dire une fois qu'une donnée arrive, elle est pré-traitée, soit par un algo d'inférence, et du coup elle est validée ou non via ce type d'algorithme. Alors plusieurs points que je pourrais conseiller sur le management des données IoT. Alors aujourd'hui il y a plusieurs standards, il y en a encore aucun qui a pris le pas. Moi j'aime beaucoup le standard de Mozilla qui est assez simple à comprendre. Si vous regardez sur iot.mozilla.org/WOT pour Web of Things, c'est un standard qui est assez simple à comprendre. Je sais pas s'il va prendre le pas ou pas sur le standard qui est proposé par le W3C. Mais voilà, c'est en fait il propose du format de stockage qui est unifié entre différents types d'objets. Ça permet notamment en fait de croiser beaucoup plus facilement les informations. La partie edge processing est assez intéressante. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément remonter toutes les données capteurs en temps réel, mais vous allez pouvoir traiter par un objet ou par une gateway des données et remonter en fait seulement ce qui va vous intéresser. Ça c'est quelque chose que je conseille, notamment quand je travaille sur des données de géolocalisation. Vous n'allez pas forcément remonter des données complètes de GPS, mais vous allez pouvoir remonter un delta par rapport à une donnée passée. Voilà, en fait, c'est des petits tips and tricks qui vont vous permettre d'optimiser votre payload, donc optimiser votre batterie côté objet. Et du coup, vous allez pouvoir reconstituer ça sur le cloud pour avoir des données qui sont plus complètes. Et ça va vous permettre d'optimiser la batterie de vos objets connectés. Comment ingérer toutes vos données dans un contexte de machine learning, notamment pour la détection d'anomalies. C'est assez intéressant. Il y a une société qui s'appelle Edge Impulse aussi aujourd'hui qui fonctionne pas mal, qui en fait va vous permettre de commencer à faire de l'inférence en embarqué. Ils ont une solution qui est open source. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est assez simple à prendre en main. Alors après, un gros point, c'est le management d'une flotte d'objets connectés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme marché, si vous voulez vous lancer,
comment bien gérer tous vos objets connectés qui sont dans la nature. Est-ce que si vous développez une solution SaaS, vous allez avoir des objets qui sont attribués à un client aujourd'hui, demain il va résilier son contrat, vous allez devoir les réattribuer à un autre client, ils vont pas forcément avoir la même version que d'autres. Voilà, donc avoir une solution qui permet de gérer tous ces objets qui sont dans la nature, qui est multi-tenant et qui gère toutes les versions des firmware. J'ai pas trouvé encore aujourd'hui une solution qui est miracle. Vraiment, il y a vraiment une place pour le marché aujourd'hui si vous voulez développer une solution dans ce domaine-là. Et après, toute la partie real-time monitoring et alerting. Voilà, une solution va vous permettre de remonter de l'information, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez vouloir la visualiser? Est-ce que vous allez pouvoir actionner des leviers? C'est le dernier point. Quelle heure il est? On n'a plus beaucoup de temps, donc je vais vous présenter très rapidement notre Scaleway, notre IoT Hub de Scaleway, donc qui est notre concentrateur d'objets connectés. On est en train de travailler aussi sur une solution qui s'appelle IoT Edge, donc qui sera plus côté device maker. Qui va vous permettre de concentrer différents types d'objets connectés. Je ne sais pas s'il y a du monde dans le chat qui fait partie de l'équipe IoT. Ils pourront vous en dire plus sur notre produit IoT Hub qui est en cours de développement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'IoT Edge. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'IoT Edge, qui est vraiment à mi-chemin entre les données physiques des objets et des objets connectés et les applications business. On a une offre qui est gratuite, donc n'hésitez pas à aller essayer. Elle est limitée à 10 objets. Mais voilà, vous pouvez remonter de l'information assez simplement. Donc si je reprends le schéma que j'avais mis tout à l'heure, en fait, notre IoT Hub a ce qu'on appelle les IoT Networks. Donc, ce sont des points d'entrée pour que vos messages d'objets connectés puissent communiquer. Donc, on a des networks dits REST. Donc, si vous voulez pousser de la donnée via API, nativement, notre IoT Hub est un message broker MQTT. Donc, il est complètement compatible avec tout le standard MQTT, notamment les Quality of Service 1, 2 et 3, 0, 1 et 2, pardon. Et après, en sortie, on a ce qu'on appelle les IoT routes, donc qui vont pouvoir vous permettre de pousser vos informations, que ce soit sur des bases de données, sur de l'object storage, ou même par des calls API juste en REST. Par exemple, si vous voulez pousser un message d'objet connecté vers Twilio pour que ça puisse envoyer un message, un SMS, ou vers Slack, vers un webhook Slack pour envoyer une alerte directement sur votre Slack d'entreprise. C'est des choses qui sont faisables. Si vous voulez en savoir un peu plus et creuser un peu plus techniquement, j'ai fait avec certains de mes étudiants un TP qui reprend un peu les bases de comment fonctionne notre IoT Hub. Je pense que Maxime vous a peut-être déjà mis le lien ou va vous remettre le lien bientôt. Sinon, on a quelques tutos qui sont en train d'être sortis aussi. Et s'ils le sont pas, ce sera dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais voilà, on a accès sur pas mal de tutos techniques pour que vous puissiez prendre en main facilement notre solution IoT Hub. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté.